sais, moi, la culture, c'est deux individus qui se partagent quelque chose. Ça, c'est vraiment... tu sais, j'y ai pensé longtemps avant de venir ici sur c'est quoi la culture pour moi, c'est comment que je la vis. Puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui crée quelque chose, c'est dans un but de le partager éventuellement. Tu sais, quand il y a un échange entre deux individus, entre un groupe d'individus, puis souvent, ben, ça commence à la maison. Tu sais, ça commence à la maison, maman donne un crayon à bébé, puis il commence à créer comme ça, il découvre la vie comme ça, tu sais. Puis je pense aussi que c'est dans l'action. Tu sais, on s'est rendu compte, nous autres gangs de jeunes, on se dit, bon, ben, on a le goût que ça bouge, on a le goût de s'identifier à quelque chose ici, dans notre région, à Baie-Saint-Paul, dans notre milieu. Puis on a décidé de pas attendre à ce que ça tombe du ciel pour créer des choses. Puis il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans la région puis qui s'identifient à ça. Je pense que c'est un des trucs qui fait rester les gens dans la région, qui viennent dire « Ah, Charlevoix, il y a quelque chose. Je peux y trouver mon compte. Je peux me découvrir. Je peux rencontrer des gens intéressants avec des passions communes. Il y a quelque chose qui se passe présentement culturellement. Là, moi, en tout cas, dans mes diverses implications, que ce soit avec mon travail à Forum, avec le Festif, on est en train de créer un ciné-club aussi pour la diversité culturelle. C'est ça aussi. C'est pas tout le monde qui a les mêmes passions, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Fait que d'aller chercher aussi tout ça, puis mettre tout ça ensemble, je pense que ça fait amener les gens ici, puis donner la chance aussi aux coureurs, donner la chance à des gens qui créent. Écoute, laisse aller ta passion, crée, vas-y, laisse-toi aller. Tu sais, donner la chance aux gens de montrer leur savoir-faire. Tu sais, on n'est pas plus fou qu'un autre non plus. Puis, tu sais, moi, personnellement, je suis pas une artiste, je peins pas, je dessine pas, mais je consomme la culture, par exemple. Parce que pour m'en créer, ça prend des consommateurs de culture aussi. Ça prend des gens qui viennent. Ça prend des gens... Tu sais, des fois, on a peur, tu sais, l'artiste, je comprendrais pas qu'est-ce qu'il peint. Ou, tu sais, des fois, juste le symposium, tu sais. Écoute, des fois, je suis un petit peu déstabilisée. Comment je le vis, tu sais. Puis... c'est ça aussi d'être confronté à ça. Fait que c'est ça, la culture, je pense, ça nous remet en question continuellement. Jean Fortin. Ben, je trouve ça bien intéressant. Il y a deux affaires. Ça participe de la fierté. La culture, je pense, c'est un élément qui participe beaucoup de la fierté d'une localité, d'une ville ou de n'importe quel milieu. Tu sais, on parlait tantôt du domaine Forgette. Le domaine Forgette, tout Charlevoix, on est fiers de la salle du domaine Forgette, de ce qui se fait là, des possibilités qu'il y a là. On en parle partout où on va. Je pense que les jeunes ici, le fait qu'ils s'impliquent, qu'ils veulent, ils s'aperçoivent que par la culture, souvent, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose à faire ici. Ça peut être, tu sais, il y a des possibilités ici, puis ça s'exprime, ça peut s'exprimer de cette façon-là. Moi, ça, je pense que toujours par la culture, tu développes, par les équipements culturels aussi, ça participe de la fierté d'une communauté. L'autre aspect aussi que je pensais à ça tantôt, je pensais au symposium à Baie-Saint-Paul depuis 30 ans, puis c'est vrai qu'effectivement, ça heurte. Puis tu disais que la culture, il faut que des fois, ça nous déstabilise un peu, parfois, puis même assez souvent. Les artistes, ça arrive que ça nous déstabilise. Mais moi, j'ai toujours dit, à chaque année, je dis que le symposium a fait que Baie-Saint-Paul participe d'un autre, en fait, de la modernité. Baie-Saint-Paul avance un peu plus, est en contact avec l'international d'abord, avec des formes d'expression nouvelles, assez actuelles, puis des formes d'expression qui heurtent parfois. Mais comme je dis des fois, il y a des gens qui m'appellent des fois à l'hôtel de ville et disent « Monsieur le maire, permettez pas ça, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas laisser faire ça. » Et moi, je me dis, ben voyons donc, mais je me dis dans ça là, mais c'est merveilleux, les gens sont allés, ils ont une opinion, ça les a heurtés, à travers ça, on est capable d'échanger sur la culture, comment on voit ça, et à travers ça, comment on entrevoit notre société, puis comment on y participe.
Et moi, je pense qu'on est chanceux, nous, dans Charlevoix, puis à Baie-Saint-Paul en particulier, là, d'avoir des événements comme ça, puis des artistes et artisans aussi. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans la culture, c'est bien beau, là, il faut parler de ceux qui à fond aussi, d'avoir ces gens-là qui nous permettent, là, je pense, d'aller plus loin puis de se développer comme ville puis comme municipalité. On parle beaucoup de la région de Charlevoix, évidemment, on est à Baie-Saint-Paul. Daniel Gauthier, est-ce que vous pensez que si on parle un peu, on a entendu Jean Fortin parler de ce rapport-là entre la culture et la population de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul, est-ce que c'est comme ça partout, partout, vous n'êtes pas allé partout dans le monde, mais quand même, est-ce que dans d'autres pays, est-ce que les rapports à la culture et au peuple sont toujours les mêmes selon vous, si ça dépend justement de notre culture personnelle de base? Je dirais partout sur la planète, malgré la globalisation des marchés, de l'économie, tout ça. Puis d'ailleurs, on s'en rend compte comment que toutes les régions cherchent encore plus à s'identifier à une culture propre à eux, qui est propre à leur histoire, à leur provenance, tout ça. Donc, je dirais que dans ce monde qui, par moment, ne fait peut-être pas trop de sens quand on regarde comment va l'économie de sa planète et tous les grands mouvements, tout ça, c'est là où on se rend compte comment c'est important la culture. Les gens cherchent à se raccrocher à ça, à donner du sens, à se donner aussi, je dirais, à mieux comprendre leur passé, beaucoup par la culture, pour mieux comprendre où on est maintenant, pour se projeter dans l'avenir. On le sait dans l'histoire, comment le milieu culturel, les gens de culture ont aussi changer beaucoup de choses, emmener plein d'idées, des grandes époques, des grandes tendances. La culture, je pense que la culture fait évoluer la race humaine. Probablement que c'est même l'outil numéro 1 dans l'évolution de la pensée de la race humaine. Et donc, je vous dirais que oui, partout, la culture est présente. Puis je dirais même que aujourd'hui, on sent qu'il y a des forces aussi qui veulent vraiment encore donner de plus en plus de culture, de sens, dans le fond, à notre vie, ou des repères, d'une certaine façon. C'est probablement pour ça qu'on met un grand soin. Quand il y a certains traités, on pense à l'ALENA, entre autres, où on a dit on va sortir la culture de ce traité-là parce qu'on risque d'uniformiser les choses et c'est le pire qui pourrait nous arriver, finalement. Bien, c'est sûr que là, je pense que ce qui est intéressant dans la culture, c'est justement la diversité de la culture. Et bon, la beauté aujourd'hui, c'est que là, on a plein de moyens d'échange. Tantôt, vous parliez d'échange et de partage par les moyens électroniques. On est capable d'être, dans le fond, beaucoup en contact avec ce qui se fait ailleurs. On est capable d'apprendre plus rapidement, d'être en contact avec encore plus de culture. C'est beaucoup plus large. C'est la beauté, je vous dirais, probablement de ce nouveau siècle, là, qui est tout l'échange d'informations. Parce que la culture, à la base, c'est façon de communiquer, façon de partager. Donc, les moyens de communication deviennent de plus en plus utiles et utilisés là, en termes de diffusion de culture aussi, là. Oui. On pense à Twitter, on pense à Facebook et les autres aussi en même temps et plus loin que ça. Mais quand les jeunes de différents pays ou différentes provinces se rencontrent, Ginette Gauthier, qu'est-ce que ça donne comme mariage justement à ce niveau-là? Parce que vous en êtes témoin avec l'Académie du domaine Forget. Vous accueillez des jeunes musiciens qui viennent rencontrer des maîtres, mais ils viennent de partout, là. Effectivement. Puis moi, je pense qu'on ne peut pas parler de culture sans parler de différence, sans parler d'ouverture, puis sans parler de place à l'innovation. C'est ça, la culture. Tu ne peux pas grandir dans la culture sans être ouvert, sans te frotter à d'autres pensées, à d'autres façons de voir. Puis c'est un peu ce que viennent chercher les jeunes au domaine Forget. Alors, nous, pour vous donner une idée, en 78, on avait 70 personnes qui venaient du Québec. Aujourd'hui, on en a plus de 500, puis là-dessus, il y en a 52 % qui viennent de l'extérieur du Québec. Alors, ils viennent au domaine Forget parce qu'ils veulent échanger, ils veulent rencontrer des gens, ils veulent progresser dans leur vision. Alors, tout le monde joue Mozart de la même façon? Non. On joue Mozart comme on le voit écrit, mais on a tous une façon personnalisée de le jouer. Puis c'est un peu comme ça qu'on grandit. Il n'y a pas si longtemps, quand on faisait un concours au Québec, bon, tu étais le meilleur au Québec.
Aujourd'hui, quand il y a un concours, le concours international de musique à Montréal, ces jeunes-là, ils viennent de partout. Alors avant, tu étais bon dans ton patelin, tu étais bon dans ta province, tu étais bon dans ton pays. Maintenant, tu dois être bon à la grandeur de la planète. Et la culture, c'est ça, se comparer à d'autres, se frotter à d'autres, puis être capable d'avancer, de cheminer pour aller plus loin, pour t'amener ailleurs. Alors la façon dont on considère la culture aujourd'hui, c'est une étape. La façon dont on va la considérer dans quelques années va être tout à fait différente parce qu'avec les moyens de communication, on va être ailleurs complètement. J'aimerais dire aux gens qu'on va vous demander votre opinion tout à l'heure également, ou encore si vous avez des questions à nous poser, on ira vous voir dans le public. Alors, restez avec nous. On va continuer cette discussion-là. Entre autres, en parlant de coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes attaché vraiment à la culture? Et si je reprends textuellement la question que j'avais pour Jean Fortin, est-ce que vous pouvez, vous, Jean Fortin, vraiment citer un exemple ou encore un événement qui, dans votre vie, a été marquant pour vous, pour vous impliquer dans la culture ou encore pour vous dire, ouais, c'est important la culture. Vous nous le dites souvent, un petit gars de la mort. Oui, je suis un gars de la mort, c'est vrai. Et puis, ben oui, et puis donc, c'est peut-être la culture de Charlevoix. Est-ce que c'est une autre qui vous a... Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment de symbolique pour vous qui a fait en sorte que maintenant, ben, vous êtes ce que vous êtes? Aïe, aïe. Il y en a beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent savent que il y a beaucoup d'éléments culturels dans ma vie qui m'ont apporté beaucoup. Mais je pense que moi, comme petit gars du rang de la mort, mais d'abord de Baie-Saint-Paul à l'époque, ce qui a été, je pense, qui nous a le plus fait découvrir les éléments culturels, c'est le Festival folklorique de Baie-Saint-Paul. Et moi, j'étais adolescent à ce moment-là. Et on ouvrait les rues à Baie-Saint-Paul et on rencontrait des artistes peintres. On rencontrait des artistes peintres, entre autres, et d'autres musiciens traditionnels. Mais on rencontrait des artistes peintres qui peignaient dans un petit cabanon ou sur une galerie. Et j'ai connu Guy Paquette la première fois dans ma vie, je l'ai rencontré là. D'autres aussi. René Richard, je pense, on l'a plus découvert à ce moment-là parce qu'il y avait des éléments qui parlaient de ça. Il y avait d'intégrer au Festival folklorique. Moi, je suis tombé en amour avec Pauline Julien au Festival folklorique de Baie-Saint-Paul. Un amour platonique, là, je la connaissais pas, mais je l'avais trouvée tellement belle puis tellement extraordinaire. Elle avait donné un spectacle ici, dans le cours d'église à Baie-Saint-Paul. Donc, le Festival folklorique de Baie-Saint-Paul, pour moi, c'était un événement aussi où... un peu comme Rêve d'automne, où tout le monde de Baie-Saint-Paul se retrouvait en été. On se retrouvait tous autour d'éléments culturels. Et moi, je peux vous dire que c'est encore là, le premier contact avec ce que ça peut être, la culture, ce que ça peut être collectivement, puis ce que ça peut amener. Vraiment, là, pour moi, ça a été important. On va aller vers une autre génération, Jean, sans vous frustrer. Non, c'est correct. Sans vous choquer plutôt, devrais-je dire. Cassandre, toi, c'est pas si loin que ça, peut-être dans ta tête, la piqûre ou l'événement qui a fait en sorte de prendre conscience de l'importance de la culture et qui t'a peut-être guidé un peu plus vers ce monde-là. Je sais que c'est pas facile comme question. Les autres sont chanceux, je vais leur poser la même. Alors, ils ont le temps. Pendant que M. le maire répondait aussi, moi, comment... Ben en fait, moi, ça a commencé, je pense, plus par l'interculturel que le culturel. J'ai commencé à m'impliquer dans un groupe d'accueil de nouveaux arrivants ici dans la région. Puis après ça, tout ça, ces rencontres-là, ces démarches-là, de créer des trucs interculturels ici. Après ça, ben, j'ai voyagé, puis je me suis rendu compte, OK, tu sais, je m'intéresse à la culture d'ailleurs. Je m'intéresse au monde, mais ici, moi, tu sais, quand je reviens ici, OK. Mais encore, ça fait que là, à partir de là, je pense que là, j'ai commencé à m'impliquer culturellement, à voir ça d'un autre œil, à m'intéresser à ce qui se fait dans ma région, là, je pense, aux artistes. Tu sais, n'importe qui, tu sais, sans que ça soit professionnel, le meilleur ou le moins bon, ou peu importe. Mais m'intéresser à, je ne sais pas,
écoute, j'ai une amie qui tricote, tu sais, je veux dire, c'est une forme de culture, ça m'intéresse, tu sais, apprendre à tricoter, je veux dire, c'est du patrimoine, c'est des petites choses comme ça. Puis c'est ça, tu sais, ouverture sur le monde, mais après ça, OK, c'est bien beau, là, mais moi, dans ma région, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'individu? Puis aussi dans mon travail avec les jeunes, tu sais, les discussions qu'on a sur comment ils voient ça, la musique qu'ils écoutent, tu sais, je veux dire, c'est une forme de culture, j'ai pas à juger la musique qu'ils écoutent, même si ils aiment le hip-hop, ben écoute, on va aller dans cette veine-là s'ils aiment ça, tu sais. Fait que je pense que ça a commencé comme ça, à aller ailleurs pour mieux revenir et m'ancrer ici. J'ai le goût de vivre ici, j'ai le goût d'être stimulée. Puis j'ai le goût d'être confrontée. Oui. Hélène, je vais vous poser la même question, mais la réponse peut être aussi, bon, il y a des gens qui disent, ben moi j'ai toujours aimé la culture depuis que je peux me souvenir, peut-être ça aussi en même temps, mais vous, est-ce qu'il y en a un événement peut-être plus marquant que d'autres qui a fait en sorte que, vous m'avez dit, ça a une grande importance et dans ma vie et dans ma communauté aussi en même temps? Bien, en fait, moi, j'ai commencé à travailler dans le milieu culturel parce que j'ai réalisé que je pouvais vivre dans ce milieu-là en me révélant un peu à moi-même et en sortant un peu de ce qu'il y avait, vers quoi plutôt mes parents m'avaient plutôt poussé, encouragé, donc une profession plus libérale, des études. Et j'ai rien contre ça, mais je me suis rendu compte à vivre dans le milieu culturel que j'avais une opportunité là de développer mon identité, une identité propre à moi et pas nécessairement rester dans une fonction ou dans un parcours qu'on avait eu tendance à baliser pour moi. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, tout est devenu possible. Puis, il s'est présenté sur ma route des opportunités incroyables, puis des rencontres inouïes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il y a toujours une passion au bout de ça qu'on dit souvent quand on est dans le domaine culturel, entre autres. C'est les émotions qui sont toujours très, très présentes aussi dans ce domaine-là, qui est différent peut-être, comme vous l'avez dit, sans insulter personne, qui sont peut-être différents qu'une profession libérale, ce que ça peut nous amener, à moins que je sois à côté de la traque. Il y a des gens qui peuvent retenir ça et mieux me le dire tout à l'heure, mais c'est un peu ce que je pense. Ginette Gauthier, vous, de votre côté, et je vais essayer pour mes deux derniers intervenants, je ne vais pas vous mettre de parole en bouche, mais vous, l'événement, pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Écoutez, moi, il y en a plein, là. Moi, je suis toujours en totale admiration quand je vois un jeune qui suit un cours de musique où, là, il vénère ce musicien-là, puis il a la chance de le rencontrer pour la première fois, de le voir après une classe d'1 heure avec ce professeur-là, que tu as l'impression qu'il est transformé, puis là, il vient de décider ce qu'il veut faire dans la vie, où il veut aller. Ça a marqué un temps pour lui. Quand tu sors d'un concert, même si tu connais pas la musique classique, là, tu sors d'un concert puis tu voudrais juste pas parler puis garder l'émotion que tu as en dedans de toi parce que tu as vécu quelque chose de grand qui t'a vraiment touché, là, que ce soit un spectacle de musique classique, j'en parle parce que j'y suis souvent, mais ça peut être un spectacle de musique populaire. Alors là, tu te dis, écoute, la culture, pour moi, là, ça vient me chercher à l'intérieur puis ça a vraiment un impact. Le plus bel exemple au domaine, pendant des années, on a fait juste des concerts de musique classique. Avant qu'on ait la salle François Bernier, les gens avaient l'impression que même avec la salle François Bernier, on allait continuer de faire que du classique. Et un jour, il y a des jeunes de l'école secondaire du Plateau qui nous ont appelés pour dire, ben là, vous avez l'air de faire des choses pour la région, là. Si vous présentiez les cow-boys fringants, là, nous autres, on est toute une gang, puis on irait. Et là, je me suis dit, vraiment, là, c'est développer ces ramifications dans le milieu, c'est travailler avec la population, puis c'est vraiment créer des attentes, puis que les communiques pour essayer de faire en sorte que toi, tu présentes quelque chose qu'ils ont le goût d'entendre. Bien là, je me disais, bien c'est ça. C'est un échange. J'ai le goût d'entendre ça, je t'en parle. Puis si t'es capable, bien là, je pense que tu vas m'écouter. Puis effectivement, on a présenté les cow-boys fringants, puis ça a été un grand moment dans ma vie. Je pense que c'est la première fois qu'on a vu au domaine Forget 300 personnes se lever en même temps pour avancer à la scène. Alors, il y avait vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de fébrilité, puis c'était extraordinaire de voir les jeunes. Alors, c'est ça la culture, puis c'est des grands moments qu'on vit. Donc, quand tu es un organisme culturel, des fois, tu te poses des questions. Quand tu as des moments comme ça, puis que tu es là pour les vivre, puis tu te dis, hey, c'est pour ça qu'on travaille aussi fort. Merci, Ginette Gauthier.
Daniel Gauthier. D'ailleurs, je vais juste prendre 2 secondes pour vous dire qu'on n'a pas de lien de parenté. Là. On se connaît depuis longtemps, là, on s'aime bien, mais on n'a pas de lien de parenté. Mais non, je te dirais, avant d'arriver au moment marquant, je vais juste reculer un peu dans l'histoire. Je me rappelle au secondaire, même si je n'étais pas bien fort dans les lettres, j'étais plutôt fort dans les sciences puis dans les maths, mais j'avais des cours de théâtre, d'expression dramatique. J'aimais beaucoup ça. M'exprimer, être dans ce milieu-là. Après mon secondaire, je te dirais probablement un peu idéaliste. Déjà à ce moment-là, on se disait, on veut changer le monde, on veut travailler pour un monde meilleur. Je suis allé suivre des cours au cégep, en arts plastiques, pour me rendre compte que dans le fond, j'avais peut-être pas le talent artistique pour devenir un artiste. J'aurais bien aimé être un artiste. C'était qui d'ailleurs qui a fait une chanson? Dubois. Puis là, plutôt, j'ai décidé de mettre mon talent à accompagner le milieu artistique puis à travailler avec le milieu artistique. Mais dans le fond, le moment peut-être le plus marquant, déterminant, c'est ma découverte de Baie-Saint-Paul en 1975. Ça remonte loin, hein? J'ai 16 ans, 17 ans et je suis arrivé ici, j'ai découvert le Balcon Vert, l'auberge jeunesse. Il y avait une gang de freaks, de flyers, d'artistes. Puis qu'il y avait plein de belles grandes idées. Puis je suis tombé en amour avec, dans le fond, le monde, la région, tout ça. Puis après ça, c'est à l'auberge jeunesse que j'ai rencontré Gilles Sainte-Croix, Guy Laliberté, toute la gang, Hélène, qui a donné le Cirque du Soleil. Je pense que, dans le fond, ça a été assez marquant. Puis on peut voir les résultats aujourd'hui en termes de produits culturels, mais je te dirais qu'au-delà de toutes mes années au cirque, dans le fond, chercher à continuer à changer le monde et même aujourd'hui avec le projet du Massif, c'est un projet qui pour moi, au-delà de toutes ces installations, au-delà des équipements, au-delà des bâtiments, ce que je dis souvent, c'est que ce projet-là est là pour nous permettre justement de pouvoir continuer à faire fleurir la culture et de pouvoir continuer à emmener du monde ici dans Charlevoix, justement pour cette rencontre, ce partage-là, ces échanges-là qu'on veut faire avec le reste de la planète. Je dis souvent que, dans le temps du cirque, on voyageait partout sur la planète, mais là, aujourd'hui, on invite les gens à venir nous visiter ici dans la région. Fait que quelque part, toujours dans un esprit d'échange de culture avec le reste de la planète, dans l'esprit de dire oui, on peut changer des choses, puis on peut travailler pour un monde meilleur. Ça, c'est le côté gratifiant, Daniel Gauthier, de dire qu'on a fait quelque chose, mais ça a nourri d'autres personnes depuis que, le cirque est commencé. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des écoles de cirque. Il y a eu à Forum, à un moment donné aussi, il y a eu de belles choses en rapport à tout ça. Le domaine Forgette, je dis Daniel et Hélène aussi en même temps parce que vous étiez de l'aventure, bien sûr. Ginette, en voyant que il y a des jeunes de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul aussi, qui sont allés au domaine. On en a qui sont musiciens professionnels maintenant, qui sont passés par les mains des experts du domaine qui donnaient des cours. C'est toujours très, très intéressant à ce niveau-là quand on a mis notre petite graine, nous aussi. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite peut-être à demander s'il y a des gens qui ont des réflexions ou des questions sur ce qu'on vient de vous dire? Sinon, on peut continuer et puis si ça vous tente de prendre la parole, vous pourrez le faire un petit peu plus tard. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de se manifester et peut-être de poser des questions à un ou une de nos panélistes, gênez-vous pas. Vous avez qu'à nous faire signe. On va vous tendre un micro tout simplement. Il y a une chose, j'aimerais qu'on vienne sur un sujet dont on ne parle peut-être pas beaucoup. Il y a quelques années, Jean Fortin, vous allez peut-être vous souvenir, il y a eu une étude qui a été faite par CLD MRC de Charlevoix, si je ne me trompe pas. Parce que là, on parle beaucoup de culture, on va venir à ceux qui la font, la culture, les artistes, entre autres. Et dans l'étude en question, les conclusions étaient que finalement, dans toute la chaîne, quand on parlait de culture, que ce soit au niveau d'un événement bien spécifique ou quoi que ce soit, c'était l'artiste qui en retirait le moins de sous, le moins de bénéfices. C'est quand même un peu pathétique d'avoir une étude, pas tellement d'avoir l'étude comme de voir ces résultats-là. On se dit finalement, comme aujourd'hui, on se déplace pour voir l'œuvre de gens qui sont peut-être ceux qui en retirent le moins de bénéfices. Jean Fortin, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que vous vous souvenez de cette étude-là? Oui, très bien.
Et d'ailleurs, je vous arrête 2 secondes. Je voulais juste finir en disant que, oui, je dis pour Charlevoix, mais il y a une étude du genre qui est sortie au Québec, entre autres. On parlait de littérature en même temps et c'était le même constat qu'on faisait. Alors, c'est pas seulement que dans Charlevoix, là. Non, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, le portrait qu'on a là, il doit être un peu partout. Ce qu'on entend, moi, je suis co-président du réseau Les Arts et la Ville au Québec. Et c'est sûr que souvent, ça vient dans les propos qu'on tient et aussi dans les revendications de plusieurs organisations culturelles, organisations d'artistes. C'est vrai. Ça, c'est préoccupant parfois. Hein? Comment nous-mêmes, comme intervenants publics, entre autres au niveau municipal, comment on permet à des artistes, à des artisans de vraiment bien vivre de leur art, de ce qu'ils font. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est un monde particulier et c'est préoccupant. Je regarde ici à Baie-Saint-Paul, on a souvent des discussions avec, entre autres, en tout cas, nous, on essaie, au-delà des discussions qu'on peut avoir avec des artistes, des artisans qui voudraient qu'on améliore les possibilités qu'ils peuvent avoir justement de vivre de leur art, on essaie d'avoir cette préoccupation-là, de faire que, je pense d'ailleurs, Rêve d'automne long, même si tantôt tu disais, il y a beaucoup de monde et ceux qui ont le moins de retour, c'est les artistes, mais je pense qu'il y a une préoccupation de Rêve d'automne, c'est de faire que les artistes, même si tu fais un événement culturel, c'est qu'à quelque part, tu ne fais pas que te servir des artistes, c'est que les artistes aussi ils ont certaines retombées. Et je pense qu'il faut toujours le travailler dans ce sens-là. Et il faut le travailler de plus en plus dans ce sens-là. C'est un aspect, par contre, sur lequel il va falloir travailler encore plus. Et je pense qu'on a un rôle très important à jouer, les décideurs, ceux qui travaillent dans les organisations culturelles, qui sont des agents de développement aussi. C'est certain qu'on a... c'est un domaine dans lequel tu ne peux pas laisser aller uniquement la loi du marché. Tu sais. C'est sûr, c'est bon la loi du marché parce qu'il y en a quelques-uns pour qui c'est très bon même. Mais pour beaucoup d'autres, et entre autres en région, c'est pas toujours facile. Et je pense dans ce cadre-là, il faut que... là, on va partir peut-être dans des affaires politiques, mais il faut que les gouvernements... Et que nous aussi, quand je parle de gouvernement, je parle des gouvernements municipaux aussi, et paramunicipaux, on ait des ouvertures par rapport à ça et qu'on puisse créer des situations où les artistes, les artisans aient le meilleur retour possible sur leur art et sur ce qu'ils font. Cassandre, oui, justement à toi. Quelque chose parce que, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais je pense peut-être une alternative intéressante, une table de concertation sur tous les acteurs culturels de la région. Je pense que ça serait vraiment quelque chose, justement, pour trouver des solutions ensemble, comment travailler tout le monde ensemble vers justement, vivre de son art ou faire vivre les événements, comment travailler ensemble. Je pense que, en tout cas, je lance l'idée comme ça, mais je pense que ça pourrait être très intéressant que toutes ces instances-là culturelles, avec les artistes aussi, qu'on se mette tous ensemble pour éventuellement créer quelque chose, débloquer des fonds ou monter des projets, etc. Donc, je lance ça dans l'univers. Là, ça me fait d'ennemis parmi les gens qui sont là. Est-ce que l'artiste n'a pas un bout de chemin à faire de son côté? Ben oui. Faut pas rêver non plus, là, c'est sûr. L'artiste, c'est un peu beaucoup aussi un travailleur autonome. Souvent, c'est à la fois ça doit être un homme, une femme d'affaires, un travailleur autonome, un créateur, une créatrice, puis en plus, il doit travailler son art. S'il veut que ça marche, il y a tout un travail à faire. Donc, c'est quelque chose. Mais, vous savez, on est dans d'autres débats parfois, puis on dit... pas exactement la même chose, mais parfois de l'agriculteur. Il appelle ça producteur agricole. Oui. De l'agriculteur, on dit parfois un peu les mêmes affaires. Tu sais. Et comment on fait. Donc, c'est un travailleur autonome. Il a son bout à faire. Moi, je pense que c'est sûr. Mais je pense qu'on a
reste quand même que si la culture est si importante, et je pense qu'on l'admet tout le monde, c'est en grande partie grâce aussi à ceux qui la font. Puis, je pense qu'on peut faire plus que ça, c'est sûr. Nous, on est à Baie-Saint-Paul actuellement à travailler sur une politique d'art public. Et je sais qu'il y a d'autres municipalités qui le travaillent. Il y a des plus grosses municipalités qui le font. Nous autres, on y travaille actuellement. Puis un des objectifs de cette politique-là, oui, c'est d'articuler le mieux possible la présence d'œuvres d'art dans le village ou dans la... Tu sais, que ça se fasse pas n'importe comment, de n'importe quelle façon. Mais c'est aussi de permettre de temps à autre, à des artistes, des artisans locaux, de participer économiquement aussi et de faire que ces gens-là puissent avoir l'occasion de temps à autre de faire que leur œuvre soit vue, soit installée et qu'ils soient payés de la meilleure façon possible pour. C'est clair. Daniel Gauthier, est-ce que c'est parce qu'au en même temps, des fois, on a l'impression, bon, si on parle uniquement de musique ou de cinéma ou de lecture ou quoi que ce soit, c'est toujours quelque chose qui vient après. On travaille, les enfants sont à l'école, et puis finalement, quand on a du temps, on lit un livre ou on regarde la télé, c'est quelque chose de plus accessoire. Est-ce que c'est pour ça qu'on est, de temps en temps, on n'est pas toujours, en tant que citoyen, on n'a pas toujours envie de payer le vrai prix qu'on pourrait payer pour l'offre artistique qu'on a? Parce que là, on disait que, bon, les artistes ont leur bout de chemin à faire. Peut-être que Ginette, entre autres, j'ai essayé de répondre à Daniel, mais je pense son exemple à elle, les gens ils leur disent « Ouais, mais un concert classique, il faut que je paye 35 $ pour ça. » Est-ce que ça vaut vraiment ça? Il y a des gens qui ont de la difficulté à voir, justement, ou à comprendre que ça a un prix, ce qu'ils vont voir ou ce qu'ils sont en train de lire. Bien, je dirais une affaire sûre, c'est que des artistes en santé, ça nous donne une culture forte et je pense que c'est important de supporter la culture, de supporter les artistes. De quelle façon? Est-ce que, oui, le privé, oui, le public, monsieur tout le monde, que ce soit en achetant des billets ou en allant acheter un disque ou en téléchargeant sur iTunes ou peu importe, c'est une façon de la consommer. Mais, tu sais, on se dit, bon, la télé, ça coûte rien. Ben, en tout cas, il y a les câbles distributeurs, il y a la diffusion, là, mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une machine, soit commerciale ou gouvernementale derrière ça, et qu'il faut continuer à la supporter, faut la financer, puis avec combien d'exemples qu'on peut donner où que les retombées économiques, la création d'emplois derrière la culture, c'est quelque chose d'important. On parle de gros chiffres, les gros festivals, puis même les petits festivals là, qu'il y a partout. Regarde, juste ici, Rêve d'automne aujourd'hui, sans parler de la Chante aux Fêtes à Saint-Siméon ou le festival à Saint-Irénée. Comment tout ça aussi contribue à l'essor économique. Ça attire les gens, ça crée des emplois, ça permet aux artistes de pouvoir continuer aussi à créer. Et je peux vous dire que, oui, autrefois, on disait souvent les artistes créent dans la misère. Je pense qu'on a essayé, entre autres au cirque longtemps, de prouver le contraire, que les arts et les affaires, avec un grand A, pouvaient se marier. Puis je pense qu'il y a bien des exemples de succès puis qui nous permettent de voir toutes les retombées. Donc, il faut voir ça... en plus de nous donner une richesse culturelle, de nous donner une richesse, une identité comme peuple, je pense qu'il faut le voir aussi comme un investissement. Puis oui, des fois, on trouve que le public met beaucoup d'argent, mais il faut voir aussi toutes les retombées économiques que ça peut apporter. Donc, moi, je suis pour une culture forte, je suis pour une culture en santé, pour des artistes qui sont capables de gagner leur vie et qui sont capables de continuer à créer et non tout le temps tirer le diable par la queue, comme on dit. Là. Oui. Ginette, vous l'aviez entendu. Merci, Daniel Gauthier. Vous avez entendu probablement ça. On n'a pas nécessairement d'argent pour aller là, mais on en a pour faire d'autres choses plus pragmatique, là. Ça, dans le milieu des arts de la scène, c'est un grand débat, parce que la gratuité, on trouve que ça a du bon pour développer du public, mais
à un moment donné, là, c'est des heures et des heures de pratique, que ce soit en danse, en théâtre, en musique, en art visuel. L'artiste, pour arriver où est-ce qu'il est aujourd'hui, là, pour être capable de faire 1 heure de musique, ça représente des heures, des mois, des années de travail. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un problème de perception. Comme les artistes, ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font, c'est leur travail, c'est leur job. Mais ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font, ils sont passionnés. Bien, c'est comme si on a de la difficulté à reconnaître que ça, c'est un travail, c'est de la business, puis il faut reconnaître l'artiste pour le travail qu'il fait. Alors donc, quand on demande à des musiciens d'aller jouer pendant 1 heure à un cocktail, dans un événement où il faut pas récompenser l'artiste en lui donnant un montant, il faut payer l'artiste parce que c'est son salaire, c'est son gagne-pain. Puis je pense qu'ensemble, toute la population, puis même à l'ensemble des intervenants qui sont des décideurs, il faut vraiment habituer les gens, puis changer la perception que les gens ont, que tu prends plaisir à faire de la musique, tu prends plaisir à faire du théâtre, tu prends plaisir à faire de la danse, donc le montant à régler ou à payer est moindre que ce que tu donnerais à quelqu'un qui est en affaires ou qui est en business. Alors, c'est vraiment leur gagne-pain, c'est leur gagne-vie. Il faut qu'ils travaillent très fort. Puis si on veut que demain, on continue d'avoir des artistes, c'est important qu'on les paye à leur juste valeur. Sinon, à un moment donné, les artistes, ils vont changer de pays, ils vont tous s'en aller à Montréal, ils vont tous s'en aller dans les grands centres parce que là, ils ont plus de demandes. Puis bon, il y a une rémunération qui est plus intéressante. Alors, c'est important que dans les régions aussi, on reconnaisse le travail de l'artisan, le travail des gens qui, c'est leur gagne-pain. Puis c'est un danger parce qu'on a beaucoup d'artistes là, qui font 2 jobs. Alors, ils font une partie artistique puis une partie que j'appelle de travail alimentaire. Là. Alors, il faut qu'ils payent les factures, puis souvent, ils ne sont pas capables de vivre de leur art. Alors, ils compensent en faisant autre chose, puis il y en a un grand nombre. Quand on regarde l'état de situation des artistes, il y en a qui ont réussi à encourager puis qui performent, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être encouragés. Et c'est bon pour les artistes, Hélène, entre autres pour les artistes, que ce soit la musique classique, que ce soit les artistes de cirque, mais encore les gens qui sont dans la sculpture, dans d'autres métiers d'art, comme on les appelle. C'est vrai pour tout le monde, ça. Il y a pas de... À part ceux qui réussissent justement à se mettre au-dessus de ceux qui en arrachent le plus. C'est sûr que, bon, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est l'infime minorité. Est-ce qu'il y a un moyen magique qu'on pourrait amener pour justement que tout le monde y ait son compte dans ce problème-là de la rémunération d'artistes? C'est un grand débat, là, mais on va essayer de jeter quelques pistes. D'abord, je pense qu'on a une responsabilité comme citoyen en consommant de la culture, en achetant des livres, en achetant des disques, puis en essayant de faire en sorte que la portion qui doit revenir à l'artiste lui revienne. Donc, essayer d'éviter le piratage. Ça, comme citoyen, je pense qu'on peut faire ça. Par ailleurs, comme entrepreneur ou comme commerçant, on peut aussi essayer de mettre en valeur ou mettre en vitrine le travail d'artiste. Puis il y a d'innombrables façons de faire ça, mais nous, on l'a fait sur le train du Massif de Charlevoix en pensant il y a tellement de grands auteurs qui ont parlé de ce pays-là ou qui ont parlé du train ou du plaisir de voyager. On a pris quelques extraits puis on les a affichés sur le train en se disant ben peut-être que ça va donner le goût de découvrir le travail de Pierre Perrault, l'œuvre de Félix-Antoine Savard. Alors, il y a Félix Leclerc. On est allé chercher des gens qui nous semblaient avoir la résonance dans leurs mots et dans leurs noms pour faire parler d'eux et donner le goût de découvrir plus. Ça, c'est des exemples, mais on peut... au niveau de l'hôtel La Ferme, on a décidé qu'on allait donner une vitrine de ce qui s'est se faire dans Charlevoix. Alors, en ce moment, on discute avec des artisans de la région. Il y a des contrats qui commencent à se donner pour qu'on ait du tissage de Charlevoix, qu'on voit le bouclé de Charlevoix, qu'on voit des images de Charlevoix à l'intérieur de l'hôtel. Ça, c'est nous, dans notre façon de penser, mais je suis certaine qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font la même chose, puis à leur façon, mais ce mouvement-là, si on pouvait le propager, contaminer nos sociétés de façon plus grande, bien, c'est une façon de faire que
la culture et nos artistes soient effectivement en santé, soient vivants, puis soient au cœur de nos vies. Ginette, vous vouliez dire quelque chose Je voudrais là-dessus? juste rajouter que comme pour un organisme comme nous autres, comme le domaine Forget, là, ça signifie qu'on priorise et on embauche des gens qui gagnent leur vie à faire de la musique ou de la danse ou du théâtre. Il y a des gens qui ont plein de talents, mais c'est comme une seconde carrière. Ils gagnent leur vie, disons, je ne sais pas moi, en étant gestionnaire dans une organisation, puis ils peuvent avoir beaucoup de talent en chant, mais on va privilégier, nous autres, de donner notre cachet, la somme d'argent qu'on dispose pour un événement. On va donner cet argent-là à un artiste qui gagne sa vie de façon professionnelle, c'est son gagne-pain. Donc, il faut aussi que les organismes du milieu, qui sont représentatifs de certains secteurs, consacrent les argents qu'ils ont à des artistes que c'est vraiment leur gagne-pain pour que ces gens-là continuent de grandir puis continuent de bien en vivre. Mais peut-être que des artistes, justement, tu sais, que c'est peut-être pas leur gagne-pain à 100%, mais qui ont l'espoir que ça le devienne. Tu sais, pourquoi ne pas laisser la chance aussi à ces artistes-là? Tu sais, peut-être qu'il y en a qui c'est un à côté, mais il y en a aussi qui ont le désir de vouloir vivre de ça. Puis si à chaque fois on dit ça, qu'on engage des gens que c'est professionnel, c'est quoi être professionnel aussi? C'est quoi votre définition d'être professionnel? Bien, c'est comme nous autres, quand on fait la saison de la variété maintenant, là, on a faire la partie d'une première avec des artistes locaux qui ont des talents. Alors là, ça permet de les amener ailleurs puis de les faire connaître, puis peut-être que ça peut déboucher sur des engagements. Mais à ce moment-ci, être un artiste professionnel, c'est vraiment quelqu'un qui gagne sa vie, qui est enregistré comme un artiste puis qui a des contrats. Alors donc, oui, on donne la place à la relève. On le fait dans certaines circonstances, mais dans le cadre d'un spectacle professionnel où une première partie est faite par quelqu'un qui débute, à qui on veut donner une chance, mais on va d'abord confier le contrat comme tel ou l'embauche comme telle du spectacle à un artiste qui est professionnel et qui fait des tournées puis qui est reconnu comme tel. Donc, il faut être enregistré quelque part pour être professionnel. C'est ça que ça veut dire. OK. Oui, bien là, là aussi, ça pourrait être un long débat. Quand on parle de la fameuse politique du 1 je pense que M. le maire vous avez entendu aussi parler de ça. C'est ça le problème, parce qu'il y avait eu un débat vite fait à la Malbaie l'année dernière, je crois, pour la bibliothèque de la Malbaie. Les gens disaient... Pourquoi pas un artiste de Charlevoix? Parce que c'était un artiste de l'extérieur. Alors, en fouinant, on s'aperçoit qu'il y a des artistes qui nous disent, là, oublie-moi, c'est tellement difficile d'être sur la liste que je préfère moi-même aller, justement, voir les gens que je dois voir pour m'aider dans ma carrière plutôt que de perdre mon temps là-dessus. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment pas évident non plus, mais c'est un fait que pour les jeunes, là non plus, ça ne l'est pas. J'avais pas parlé tout à l'heure, on peut continuer sur le même sujet, c'est intéressant, mais entre autres, il y a le réseau des économusées qui permet, selon moi, là aussi quand même de donner un bon coup de main aux artistes et de promouvoir justement notre savoir-faire et dans Charlevoix et ailleurs. On le voit maintenant avec Cyril Simard qui se vantait, dans le bon sens du terme, justement, d'être rendu même en Europe. Il va exporter cette expertise-là et c'est très intéressant. C'est là, tantôt, quand on s'est parlé, Daniel Gauthier, de comment ça se passait, la culture par rapport aux gens d'autres pays, bien, même là-bas, ils ont accueilli l'idée à bras ouverts parce que ça leur permettait de retrouver leurs racines eux-mêmes. Si on continue du côté des artistes à Baie-Saint-Paul, Ville Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, il y a d'une certaine façon un encouragement avec, entre autres, les activités. Je fais juste penser à l'animation de Saint-Paul l'été où il y a beaucoup d'artistes qui ont la chance. Là. Mais d'ailleurs, c'est un peu notre... comment je pourrais dire? C'est un bout de temps... Tu sais, on a une politique culturelle avec l'entente culturelle avec le ministère. À un certain moment donné, eux, ils disaient on travaille uniquement avec... Je parlais des professionnels tantôt. Nous, un peu, la contrepartie, c'était de dire, c'est ça, on va faire de l'animation à Baie-Saint-Paul et à chaque année, on va mettre un montant d'argent qui va permettre à de la relève, d'un peu partout, autant d'ici, mais beaucoup de l'extérieur aussi, mais ça va dans les deux sens, à de la relève de se faire connaître, mais aussi à des gens de découvrir des artistes. Puis on met un montant d'argent chaque année là-dessus. C'est pas nécessaire d'être inscrit à quelque organisation artistique que ce soit, là. Mais il faut quand même ils doivent présenter un démo, nous montrer ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire. Puis c'est sûr qu'il y a un choix qui est fait des artistes, mais quand même, on a essayé à travers ça de faire un peu
une contrepartie. L'autre aspect aussi, puis tantôt, j'écoutais, je ne sais pas, on a parlé de nous, quand on a été capitale culturelle en 2007, un des projets, puis c'était d'ailleurs avec Cyril Simard puis les gens de l'Économusée, on a travaillé pour essayer de faire que, un des projets, c'était de créer, de faire avec des artisans d'ici, d'avoir des produits d'ici qui soient disponibles au niveau, on le sait, Baie-Saint-Paul, Charlevoix, c'est touristique, bon, il y a beaucoup de gens qui achètent des souvenirs, et il y a plein de souvenirs un peu partout. La majorité des souvenirs qu'il y a ici, ils sont made, je ne sais pas, en tout cas, je ne dirais pas où, là, mais pas de promotion. Mais là, on s'est dit, il serait possible de travailler avec des artisans d'ici. On a appelé ça Art d'ici. Et il y a des artisans qui ont présenté un jury des possibilités, des produits. Et on en a choisi quelques-uns. Donc, c'était un objectif qu'on avait aussi, justement, de faire que on puisse permettre à des artisans d'ici de participer de l'économie, en fait, de l'économie touristique et de pouvoir s'inscrire à ce niveau-là. On a encore quelques produits qui sont ajoutés. Il y a beaucoup de travail à faire encore sur... parce que là, on touche à l'autre point. Tantôt, vous disiez, les artistes et artisans ont un travail à faire. Et on s'aperçoit parfois, puis ça, il faut le dire, c'est quand même pas... il y a du travail à faire pour avoir un produit qui est... on a beau, tu sais, ben bon, il ne faut pas trop rêver non plus. Il faut avoir un produit qui est acceptable, intéressant. Et il l'est, mais parfois, il est plus ou moins compétitif. Et je sais que ça fait un peu affaire de parler de ça, mais c'est comme ça aussi que ça se passe dans certains cas. Et on s'est aperçu il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais ce qu'on faisait à travers Art d'ici, c'est qu'il y avait des gens qui sont des experts de la question, qui travaillaient avec l'artisan pour travailler à peaufiner le produit, à améliorer la mise en marché, à faire ces choses-là. C'est pas facile à faire, on a peu de moyens pour faire ça, mais c'est une des choses là, sur lesquelles nous, on a travaillé aussi, puis qu'on aimerait continuer à travailler au cours des prochaines Est-ce années. que c'est pas un maillage directement qui doit se faire entre un artiste et, par exemple, une boutique ou une... Peut-être, c'est ce qu'on essayait. Pour dire, moi, je vais faire tel produit, et puis... Effectivement, mais ça, c'est pas facile. Souvent, c'est au niveau individuel que ça se fait. C'est pas toujours évident de le faire parce que les revendeurs, les gens qui sont propriétaires de boutiques ici aussi, ils ont des exigences également. Il faut être capable de... Effectivement, ce maillage-là, il y a un travail à faire aussi. Il n'est pas toujours facile. Et tantôt, ton idée de, je ne sais pas, de table de concertation, c'est sûr qu'à une autre table, à un moment donné, on va avoir du fun tantôt, là. Mais il y en a pas. T'as raison. Et on pourrait l'appeler... T'as raison, on pourrait l'appeler autrement, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Mais En tout cas, puisse c'est l'idée. asseoir à la même table Oui. peut-être des gens de terrain, là, des vendeurs, des gens qui sont propriétaires de boutiques, puis des gens, des artisans, puis de voir ensemble comment on peut, des créateurs, voir comment ensemble on peut faire ensemble quelque chose qui nous ressemble, puis qui a de l'allure, puis qu'on peut offrir un produit attrayant. Et parce que c'est, comme tu dis, c'est individuel. C'est un artiste ou un artisan, par hasard, le rencontre, une boutique qui est intéressée puis réussit à faire quelque chose, mais c'est pas toujours évident. Et ça serait intéressant, peut-être, ton idée d'organisation qui pourrait s'asseoir, puis peut-être, là, je ne sais pas si mes amis du CLD sont ici, mais quel beau projet, là, pour... Des heures et des heures de plaisir. Ouais. On va rester un peu du côté du domaine de l'artiste. Est-ce que dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes. Souvent de fois, ce sont des gens qui vont venir de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, et là, le premier qui veut prendre la question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer un peu l'offre qu'on peut avoir au niveau de la formation des gens? Parce que il y a souvent eu un projet dans l'air d'école d'art. Il y a eu à l'époque des gens qui enseignaient au niveau du textile, entre autres, des choses comme ça. Parce que l'offre, à moins que je me trompe, à part certains cours privés, des choses comme ça, une école en tant que telle, que ce soit d'art visuel ou autre, on n'en a pas vraiment dans Charlevoix d'une institution forte comme ça. On a 2 bons musées, mais au niveau de l'enseignement en tant que tel, c'est presque nul, là.
Encore une fois, je ne parle pas de cours privés ou de peinture ou de vitraux ou de trucs comme ça. Là, on parle vraiment d'une institution, d'une école. Ben, je pense que ça prendrait peut-être un artiste qui crée pour peut-être, je sais pas si dans la, je sais pas. Moi, je suis pas un artiste avec, tu sais, c'est sûr que je pense que ça l'offrirait un plus, puis ça l'attirerait peut-être les artistes à rester ici. Parce qu'on dit souvent, ben c'est ça, justement, les artistes, je dois aller à Québec, je dois aller à Montréal pour une formation supplémentaire et quoi que ce soit. Est-ce que c'est utopique ou si c'est possible de penser que dans Charlevoix, on pourrait avoir ce genre de formation-là pour attirer au contraire des gens? Bien, je pense que ça pourrait être... Créer une institution, en soi, il faut la financer. Ça te prend une masse critique. Je ne suis pas sûre que ça serait facile à faire, là. C'est pas mais une école d'été ou des classes de maîtres qu'il y aurait dans Charlevoix, un peu comme ça se fait au domaine Forgette. Ça, je pense que c'est une bonne idée, puis ça serait quelque chose qui pourrait être développé, effectivement. Mais moi, je pense que dans les projets de monsieur, de la direction, M. Saint-Gelais-Tremblay au musée, il y a quelque chose, en tout cas, dans ce qu'il voudrait faire. Tu sais, quand il parle de rapatrier l'école Thomas Tremblay, là, et de pouvoir travailler quelque chose, là, je ne veux pas parler à sa place. Non, mais ça fait quand même quelques années que ce projet-là est dans l'air. Madame Labbé, à l'époque, avait... on a appuyé, nous, la ville, un projet de Mme Labbé de faire, de faire une école adjacente au musée. Je pense que M. Tremblay, quelque chose qui ressemble à ça, mais regarde, là, je ne suis pas encore... faudrait lui laisser le soin de nous l'expliquer bien concrètement. Mais à travers ce qu'il a déjà dit, il y avait de cette possibilité-là. Mais comme Hélène dit, c'est quand même... tu sais, on est dans des régions comme la nôtre, on est avec... quand on parle d'institutions d'enseignement, on est pogné avec toutes les règles. Pogné, on n'est peut-être pas pogné tant que ça, mais on est prêt avec les règles du financement de ces organisations-là, du pouvoir attractif, du nombre d'étudiants que tu dois avoir, de tout ça. Bon. Par contre, il est possible sûrement de travailler quelque chose et je pense qu'avec ce que le musée fait et a déjà l'intention de faire, moi, en tout cas, j'espère qu'il va continuer de travailler cette idée-là et qu'on pourra, à un moment donné, arriver à quelque chose de peut-être pas en paix. Sur le modèle, peut-être un peu, effectivement, pour les arts visuels, peut-être le modèle du domaine Forgette. Il y a peut-être effectivement. Hélène, vous avez alimenté ma réflexion parce que c'est vrai de cette façon-là. Parce que quand on est jeune, on a toujours envie de toute façon de partir et aller se coltailler avec quelqu'un d'autre, aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. L'important, c'est que les jeunes reviennent finalement. Bien, justement, là, si je peux me permettre d'ajouter là-dessus. Non, mais sur le fait que, regarde, la problématique, c'est les masses critiques, c'est le financement. Et d'ailleurs, bien des artistes qui souhaitent pouvoir aller dans la grande école de peinture ou dans la grande école de musique et quelque part sur la planète parce qu'ils se sont spécialisés ou parce que c'est historique. Mais je dirais qu'il y a peut-être plus un peu à l'image de ce que le domaine Forget fait, des écoles de spécialisation ou de spécialité ou de perfectionnement, je pourrais dire. Ça, il y a peut-être des trucs qui peuvent être développés. Mais pour la question je pense que c'est correct que nos artistes ou que nos jeunes aillent voir aussi ce qui se fait ailleurs. L'idée, c'est qu'ils puissent revenir. Puis là, ça devient une question de diffusion. Plus qu'on donne de possibilités de diffusion, plus qu'il va y avoir de l'intérêt à revenir. Faites juste regarder le nombre de galeries d'art qu'il y a à Baie-Saint-Paul. Il y a pas mal de peintres aussi qui vivent dans la région parce qu'ils ont aussi un endroit où ils peuvent, monnayer leur art, mais aussi diffuser. La mettre en valeur, la montrer et tout ça. Donc, plus qu'on va se donner la possibilité d'accueillir et de diffuser de l'art, plus qu'il y a des chances que des gens viennent dans la région pour y vivre aussi de leur art s'ils sont capables de trouver une plateforme qui leur est proposée. Oui, ils peuvent, effectivement, comme plusieurs l'ont fait, en créant des choses particulières et originales aussi, trouver leur compte et non pas venir refaire ce que les autres font en même temps. Ça va de soi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réflexions ou des questions à poser? Oui, bougez pas. Je vais aller vous voir. Votre nom?
Ariane Gemme. Moi, ma question, c'est pour M. Fortin. J'ai participé en février dernier à une conférence avec la ministre Christine Saint-Pierre. Elle nous a parlé de l'agenda 21C et a cité Baie-Saint-Paul en exemple. Il n'y a eu que de bons mots pour les mesures que vous aviez prises. Oui. Eh bien, fine, Mme Saint-Pierre. Elle est très gentille. Oui? Mais je veux savoir, on avait parlé entre autres, en fait, que l'agenda 21C, c'est un développement durable, un peu des arts, si on veut. Oui. Puis elle avait l'air de dire que Baie-Saint-Paul, on était pas mal impliqués. On est impliqué là. Ben, je suis là, pas Baie-Saint-Paul. Moi, je suis l'agenda 21 de la culture. Moi, depuis quelques années, le ministère de la Culture m'a demandé d'aller là. Parce que vous savez, ceux qui ne savent pas, Baie-Saint-Paul a un agenda 21. C'est une des. Il y a peu de municipalités au Québec qui en ont. On en a même pas. Je pense qu'il y en a 5. Là. Il y en a vraiment peu. Et on est une de celles, je pense, qui est la plus active, là, qui a un plan d'action vraiment qui est très municipal, là, bon, par rapport à ça. C'est sûr que la culture fait partie. Tantôt, quand René me parlait de développement durable, je pense que le fait qu'on ait un agenda 21, c'est venu beaucoup de la question de la culture. Puis vous savez que l'agenda 21, c'est une politique de développement durable qui est globale, hein, qui vise un ensemble qui inclut des préoccupations sociales également, développement économique et... donc, puis là, j'ai été invité à représenter le monde municipal comme relayeur de l'agenda 21 de la culture, le projet suite à ces discussions-là là, par la ministre. Et le projet actuellement suit son cours. On devrait avoir une rencontre bientôt d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui sont plus au courant que moi de ce qui se passe là. Mais on devrait avoir une rencontre d'ici quelques semaines où même, je pense qu'il est en cours de rédaction. Si je ne me trompe pas, M. Bourreau, Mme Sigoureau, oui. Hein, bon. Donc, l'agenda 21, peut-être qu'il pourrait même répondre tantôt après moi. L'agenda 21, donc il y a eu, au printemps, on a eu un sommet, il y a eu une rencontre, plusieurs intervenants qui étaient invités culturels à discuter de ce que ça pourrait être un agenda 21 de la culture au Québec. Là, ça serait long de tout expliquer ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que la ministre veut, puis c'est très intéressant, c'est de faire que la culture viennent s'intégrer, si on veut, là, dans l'ensemble du développement et que c'est que les ministères ou les organisations gouvernementales retiennent la culture comme étant un élément du développement. Par exemple en santé, par exemple en éducation, par exemple en toutes sortes de toutes sortes de manières. Et comment ça, la culture peut être vue comme quelque chose d'intéressant. Je vais donner un exemple. Développement agroalimentaire, par exemple. La protection des paysages. C'est un élément culturel. Et le développement agroalimentaire profite beaucoup aux paysages et permet. Et donc, comment tu peux travailler ça? Là, c'est un exemple que je donne bien rapidement. Il y en a plein d'autres. Mais c'est bien intéressant. Et voilà. Là, peut-être que M. Brault, Mme Sicuro, oui, quelque chose à rajouter? Mais juste dire sur l'agenda 21 de la culture, effectivement, le travail est rendu loin. Il y a eu à peu près 5000 personnes à travers le Québec qui ont participé à des discussions, des forums depuis des mois. C'est assez clair que le gouvernement a l'intention d'avancer avec ça. L'avantage que ça donne, je trouve, aux régions, puis même aux quartiers, moi je viens de Montréal, aux quartiers de Montréal et tout ça, c'est que l'idée de l'agenda 21 de la culture, c'est de voir le développement culturel comme étant pas juste quelque chose qui part d'en haut des gouvernements puis qui atterrit plus ou moins bien sur les territoires, mais vraiment de faire en sorte que chacun des territoires soit plus conscient de ses forces, faiblesses potentielles. Et ça, c'est une affaire qui est très importante. Tantôt, vous parliez de formation. C'est vrai que c'est le genre de questions qui doit se poser, puis c'est vrai que c'est le genre de questions auxquelles chacune des régions doit arriver avec des réponses qui sont concrètes, qui sont réalistes, puis qui permettent un vrai développement à long terme. Moi, dans la vie, je dirige l'École nationale de théâtre, qui est une grande école. Je sais à peu près ce que ça prend comme ingrédient pour faire une école. Puis c'est pas évident que ça peut et que ça doit exister dans toutes les régions. Par contre, chaque région a ses propres forces, a ses propres points solides d'ancrage. Et l'idée d'un développement durable de la culture, c'est cette idée-là, finalement, qu'on prenne mieux soin des ressources culturelles qu'on a et que ces ressources culturelles soient aussi mises en dynamique avec les autres ressources qu'il y a dans un territoire pour assurer le développement. Les ressources qui sont liées au paysage, à l'agriculture,
culture, à l'économie, etc. Donc, vraiment faire en sorte que quand on voit le développement d'une région, la dimension culturelle devient un des piliers de ce développement-là, deviennent incontournables, et que les différentes missions de l'État, ce soit pas, ben, on s'occupe de santé, on s'occupe de transport et on s'occupera de culture, mais plutôt on s'occupe de santé, on s'occupe de transport, en même temps qu'on prend en compte la dimension culturelle dans notre planification des choses. Donc, c'est une déclaration de principe que le gouvernement veut faire, mais cette déclaration de principe va donner, à mon avis, aux régions, aux quartiers, au niveau local, en tout cas, des poignées pour avoir un développement culturel qui soit beaucoup plus solide, puis qui soit moins le résultat d'une espèce de loterie de subventions ou d'une espèce de décisions qui sont souvent très, très loin des lieux où les choses se passent. Merci. Claude, vous aviez quelque chose à dire? Oui, bonjour. Mon nom est Claude Frappier. Je suis un grand consommateur de culture, abonné au domaine Forget depuis des années. Ma question, je la poserai à Daniel Gauthier, à M. Gauthier. Il va y avoir l'ouverture d'un hôtel à Baie-Saint-Paul, donc quelque chose de nouveau, un produit nouveau, avec une salle de spectacle, avec, comme le suggérait Mme Dufresne, une présence d'artistes et d'artisans. Alors, ma question serait en plusieurs volets, mais comment entrevoyez-vous d'abord l'offre culturelle à l'intérieur de l'hôtel pour votre clientèle? Comment pensez-vous faire le maillage avec la population de Baie-Saint-Paul, c'est-à-dire l'attirer sur place? Dans quelle optique vous pensez développer l'offre touristique à l'intérieur de l'hôtel? Et dernier volet, comment entrevoyez-vous la façon dont vos clients à l'hôtel vont se disperser dans Baie-Saint-Paul et dans tout Charlevoix pour devenir des consommateurs de culture? Comment tout ça va-t-il s'articuler dans votre vision, peut-être aussi celle de Mme Dufresne? Je dirais, premièrement, la salle de spectacle dont on parle, qui se veut plus une salle multifonctionnelle, est là pour l'ensemble de la communauté résidente, la communauté touristique, c'est-à-dire les touristes, et aussi la clientèle du projet. Ce n'est pas du tout exclusif à la clientèle du projet. C'est là comme équipement public et c'est ouvert à tous les usagers. D'ailleurs, ce qui va permettre à Baie-Saint-Paul d'avoir une salle qui va être accessible parce que la seule salle est l'auditorium de la polyvalente, je dirais. Et donc, oui, on met à disposition du projet, de la communauté, de tout le monde, une salle qui va pouvoir faire, oui, du spectacle, mais qui va pouvoir faire aussi servir pour congrès, réunions, qui va pouvoir servir pour faire des événements, festivals ou peu importe. Donc, on veut travailler avec les gens ici de Baie-Saint-Paul au niveau, c'est sûr qu'on veut s'assurer qu'on ne sera pas en train de concurrencer, mais bien plus de complémentariser puis de travailler avec les gens pour avoir une offre culturelle plus large, plus grande, ayant plus d'équipements de diffusion disponibles. Je dirais aussi que au niveau de notre clientèle, on a toujours dit que le projet se voulait un projet ouvert, un projet inclusif à l'offre touristique, l'offre culturelle de Charlevoix. Donc, nous, ce qu'on va faire, dans le fond, au-delà d'offrir de l'hébergement, de la restauration, moyen de se déplacer aussi dans la région avec la voie ferrée, on veut encourager les gens à consommer tous les produits qui sont offerts. On a 2 parcs nationaux, on a le domaine Forget, il y a plein d'équipements, on a les baleines à Baie-Sainte-Catherine, le festival de Tadoussac, Tadoussac, oui, ou même de Saint-Siméon ou Saint-Irénée. Donc, tout ça, nous, on veut travailler avec les produits, on veut travailler en complémentarité, on veut être en mesure d'offrir toute cette gamme de produits-là à la clientèle. Fait qu'on ne cherche pas à garder de façon inclusive la clientèle à l'intérieur du projet. Il y a tellement plus à découvrir. Puis dans le fond, on est juste un autre élément qui va attirer les gens, qui va offrir un service qui va permettre aux gens de pouvoir consommer la culture et le produit touristique de Charlevoix.
Je ne sais pas si Hélène, tu veux rajouter quelque chose en plus. Hélène en parlait tantôt, on fait appel aux artisans, à même le projet, la construction, la décoration, des éléments qu'il va y avoir dans l'hôtel. Donc, même dans les chambres de l'hôtel, on veut que le client, le touriste, soit déjà en contact avec une forme de culture, avec des produits de la région. On parle d'un genre de marché du terroir où on veut mettre de l'avant les produits de la région. La même affaire au niveau de la cuisine. Regarde, c'est toute une forme c'est une façon de diffuser notre culture qui est quand même assez large, qui n'est pas juste une question de spectacle ou d'événement. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a dans l'ensemble du projet. Là. Je ne sais pas si... Mais peut-être ce que j'ajouterais, c'est qu'on cherche, puis les clés ne sont pas toutes connues encore non plus, là, mais on cherche vraiment à avoir une mixité de clientèle, c'est-à-dire pas juste des gens qui viennent de l'extérieur, mais aussi des gens du coin qui rencontrent ces gens-là de l'extérieur. L'idée de la place publique dans la cour de l'hôtel, c'est un peu ça. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de dialogue. Puis comment on va arriver à le faire? Bien, c'est en cherchant parmi les événements qui existent déjà dans la région, à peut-être avoir une petite vitrine pendant la durée de leur événement dans notre cour. Ça va être en créant des nouvelles habitudes de consommation. Est-ce que ça va être un ciné-club qui aura lieu un jour fixe dans la semaine? C'est des pistes qu'on explore en ce moment. C'est des partenariats qu'on cherche à créer aussi avec d'autres organismes de diffusion. Alors, mais les clés ne sont pas toutes connues encore. Puis nous, on met sur le grill toute une série d'idées qui vont se vérifier aussi. Ça se peut qu'on se trompe, puis qu'on se dise non, ça ne marchera pas, il faudrait le voir autrement. Ça va se vérifier à l'usage. Tu sais, on se définit beaucoup dans le projet comme étant, je dirais, des développeurs d'expérience. Pour moi, tout ce qu'on fait, c'est un contenant. L'important, c'est le contenu. Je suis plus une personne de contenu qu'une personne de contenant. Fait que oui, ça prend un hôtel, une montagne, un train, mais c'est qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce que les gens vont vivre comme expérience, puis qu'est-ce qu'ils vont apprendre, puis qu'est-ce qu'on va leur offrir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir partager avec nous, entre eux, avec les gens de la région. Comme disait Hélène, quand on parle de développer un projet ou un produit authentique, bien, la meilleure façon d'être authentique, c'est de le faire avec le monde de la région. Dans le fond, on dit hey, on invite des gens, on veut que les gens viennent nous visiter, viennent dans la région, mais c'est aussi pour être en contact, en communication, de partager avec les gens de la région, pas juste entre touristes, entre eux. Là. Et c'est la meilleure façon de se permettre d'avoir une culture qui sera large, qui sera ouverte sur le monde. On parlait des questions des différences. On le vit de plus en plus. Et puis plus qu'on partage sur cette question-là, bien, plus j'ai l'impression qu'on s'enrichit aussi comme peuple, là, comme société. Oui, Jean Fortin. Peut-être ajouter, juste parce que vous parliez de comment concrètement, mais nous, vous savez qu'on a, avec Groupe Le Massif, on a créé une société de gestion d'équipement public. La salle, je suis devant mon micro, mais OK, c'est correct. Ça devrait être habitué pourtant. Mais la salle, elle va être gérée par la SOGEP. Et l'objectif, au départ, oui, c'est une société de gestion, la SOGEP, d'équipement public. Mais l'objectif, au départ, on a assis des gens du groupe Le Massif, mais du milieu. On est 2 de la ville de Baie-Saint-Paul. Il y a 2 personnes de la municipalité Petite-Rivière-Saint-François. Puis, avec les sièges du groupe Le Massif, il y a 2 personnes du milieu aussi qui sont là. Donc, cette salle-là, c'est sûr que l'objectif qu'on recherche, nous, évidemment, comme gestionnaire, c'est de faire que cette salle-là marche, mais qu'elle soit aussi à la disponibilité du milieu, qu'elle soit bien intégrée dans le milieu, puis qu'elle soit... donc, c'est clair qu'on va le travailler dans ce cadre-là. Puis c'est dans ce cadre-là que la SOGEP, au-delà là, de la gestion globale du projet, c'est dans ce cadre-là que la SOGEP a été formée aussi, pour faire que ça participe à la fois d'un équipement touristique et d'un équipement de développement touristique, mais aussi
d'un équipement là, qui peut être bien intéressant pour le milieu, puis favoriser cette rencontre-là aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? Sinon, j'aurais une dernière chose pour Jean Fortin, entre autres, si jamais les autres panélistes veulent donner leur opinion là-dessus. Moi, je voudrais vous amener quelques minutes, Jean Fortin, en terminant sur le rôle qu'a eu la politique culturelle de Baie-Saint-Paul et celle maintenant de la MRC de Charlevoix. Est-ce que ce document-là a eu l'effet escompté ou si c'était tout simplement un beau document qu'on a tassé un petit peu? L'importance de ça. La politique culturelle de Baie-Saint-Paul a deux affaires bien concrètes. Je me souviens, la première politique qu'on a adoptée, c'était en 2000. Les gens voulaient avoir un lieu des ressources. La ville de Baie-Saint-Paul, on a repris la gestion du carrefour culturel. L'objectif, c'était d'avoir un lieu. On l'a appelé le carrefour culturel parce qu'on veut que ce soit un carrefour de l'expression culturelle à tous les niveaux. On n'a pas atteint tous les objectifs, mais on y travaille, puis je pense que ça va assez bien. Puis on a engagé une personne, Joanne Saint-Gelais, qui travaille en culture, qui participe, on le sait, à plein de projets intéressants. Et je pense, pour ça, là, c'est réel. Un lieu, une personne. À partir de là, il y a des ressources. Je pense que ça donne des beaux résultats. Là, après ça, on pourrait arriver avec plein de résultats. Mais déjà, ça, c'était important. C'était l'attente des gens. Et je pense que là, on a répondu. Puis depuis ce temps-là, on réussit à faire des choses. Celle de la MRC, je pense que c'est plus global. L'objectif de la MRC, il y a plein de projets intéressants. Tantôt, on parlait de l'accessibilité à la culture. Nous, on a un projet, puis maintenant, il va être avec la MRC de Charlevoix-Est aussi. Il y a un petit projet où on fait l'acquisition de billets pour participer à des événements culturels partout dans Charlevoix. Pour le Club Culture. Le Club Culture, et que je te remercie là de me rappeler, c'est quoi? Le Club Culture, sur lequel on travaille au niveau de la... Je donne l'exemple d'un projet. C'est sûr que je ne parle pas de tout ce que peut faire la politique culturelle pour la MRC, parce qu'elle a permis, dans plusieurs cas, de faire connaître d'autres équipements culturels. Je pense, par exemple, au Moulin de l'Île aux Coudes ou à d'autres, des sentiers comme à Petite-Rivière ou des choses de genre. On a participé à ça. Mais je pense l'autre... Et toute la question du patrimoine, de la découverte du patrimoine un peu partout, je pense qu'on participe beaucoup de ça. Mais je reviens au petit projet des clubs culture. Ça permet à des familles, à des gens qui ont moins les moyens, on parlait tantôt des coûts des billets, tout ça, de participer à des événements culturels. On a une banque de billets, puis les gens peuvent le faire. Forum Jeunesse, on fait partie avec Forum, du club. voilà, entre autres. Et à partir, c'est avec les gens qui identifient eux-mêmes les personnes chez eux, le Centre communautaire pro-santé, Forum Jeunesse. Centre Femmes aussi. Et ça permet d'avoir une accessibilité à la culture. Puis on voit, là, cette année, je pense, on va même aller plus loin, c'est que on va obliger une diversité aussi d'événements. Pas tout qui aillent à la même place, mais qui puissent participer de plusieurs choses. Donc, c'est un exemple de projet concret, vous parliez de choses assez concrètes. C'est un des éléments de la politique culturelle, favoriser l'accessibilité du public à des événements, mais ça, c'en est un, entre autres au niveau de la MRC. On pourra en donner plusieurs autres. Moi, c'est sûr, je siège comme élu au comité de la politique culturelle de la MRC. Je suis très impliqué en politique culturelle de ma ville et je pense qu'on a réussi à arrimer très bien ces deux choses-là. Et il ne faut pas se cacher non plus que ces deux politiques, de pouvoir intégrer notre politique. Nous, on y tenait quand le ministère a décidé de faire une politique MRC, là. On voulait intégrer celle de Baie-Saint-Paul là-dedans. Et ailleurs au Québec, actuellement, ils intègrent les villes-centres dans les politiques culturelles. Et c'est normal. Nous, on ne voulait pas perdre notre politique culturelle à nous, à l'intérieur de ça. On l'a fait. Mais moi, je pense qu'en plus, ça nous permet d'avoir 2 agents culturels dans notre MRC. Je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça, qui ont 13 000 quelques cents habitants, qui peuvent dire qu'ils ont 2 agents culturels qui travaillent à temps plein au développement de la culture, puis avec les intervenants. Et ça, moi, je pense que c'est une retombée assez exceptionnelle. Et ça démontre la volonté qu'on a de pouvoir le faire. Là, je ne ferai pas de discours politique là-dessus, mais quand même, c'est important de le souligner. Puis on en est très fiers.
Oui, bien, la volonté, je pense que c'est ce qui est le plus important, peut-être, parce que si je vous donne juste un petit extrait, je suis allé fouiner du côté du document, justement, de la politique culturelle de la MRC de Charlevoix. Vite fait, que la politique est là pour contribuer à l'épanouissement des citoyens, au renforcement de leur sentiment de fierté, et ça, je l'avais souligné, je trouvais ça intéressant, et au progrès de l'économie locale aussi. Je pense qu'on est conscient que, regardez, Daniel Gauthier, il l'avait dit tout à l'heure, quand on analyse un peu certains événements artistiques ou quoi que ce soit, on s'aperçoit qu'il y a, au niveau économique, on y fait nos frais. Et je me souviens je pense, une petite étude qui comparait une équipe de hockey à Québec avec d'autres, excusez-moi, mais d'autres activités culturelles, par exemple. Et c'était vraiment très sérieux comme étude. Là. Et sur les retombées économiques, des fois, on calcule les retombées directes, indirectes, là, mais tu sais, quand tu as des équipements culturels ou une vitalité culturelle dans ton village, dans ta ville, ça attire aussi des entreprises, ça attire des travailleurs aussi. On est dans un monde aujourd'hui où tu peux être travailleur autonome à peu près partout. Tu sais, maintenant, là, et Charlevoix, c'est un endroit assez exceptionnel, mais si la vitalité culturelle du milieu permet de faire qu'il y a des gens qui veulent venir vivre chez vous, s'y établir, que leur famille puisse y être, et souvent, c'est grâce à la vitalité culturelle que tu peux faire ça. Merci, Jean Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, chers panélistes, je vais vous remercier d'avoir participé à cette petite réunion-là qui a été fort intéressante parce que, on s'est aperçu que chacun peut avoir sa définition de la culture finalement, mais que peu importe notre définition, ça nous touche quotidiennement dans notre vie, on ne peut pas s'en passer. Cassandre Lessard, Jean Fortin, Hélène Dufresne, Mme Ginette Gauthier, Daniel Gauthier, merci beaucoup d'avoir participé à ce panel. Je pense qu'on a été choyés de recevoir la caravane Je m'affiche pour la culture parce que ça, c'est intéressant comme activité. On les remercie. On peut aller faire un tour sur le site Internet. Est-ce que j'ai le... Alors, il y a la Culture pour tous, pour aller voir un peu ce que ça donne, parce qu'il y en a eu d'autres, évidemment, on s'est promené à travers le Québec, il y a eu d'autres rencontres du genre. Il y a une dernière qui va se faire à Montréal la semaine prochaine pour la caravane. N'oubliez pas, la semaine prochaine, d'ailleurs, c'est la journée, les journées de la culture, Culture pour tous. D'ailleurs, sont les gens qui s'occupent des journées de la culture, si je ne me trompe pas. Alors, tapez ça sur Google et vous allez pouvoir aller au site Internet. Merci encore et on vous rappelle que Rêve d'automne, c'est pas terminé. La semaine prochaine, il y a encore une autre fin de semaine.